Hello to you. Bienvenue mes amis dans un nouvel épisode de La Cloche avec Christophe Ajus bien sûr, c'est moi, et Ali de Catch Club, c'est lui. Bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. On enchaîne toujours donc sur l'histoire de la WWE. On s'est arrêté la semaine dernière sur, Non, sur mon histoire. sur ton histoire. Qui coïncide plus ou moins avec C'est la même l'histoire histoire. C'est la même C'est la histoire. grande histoire. C'est exactement ça, l'histoire du catch. Donc, on s'est arrêté la semaine dernière sur WrestleMania 22. Donc, on continue toujours avec les grands moments depuis maintenant avril 2006. La semaine dernière, on a beaucoup parlé ECW. Et forcément, on va encore parler beaucoup ECW cette semaine parce que c'est la période où la WWE vraiment décide de relancer cette fédération. Donc justement, en avril 2006, il y a un leak dans les médias, une info qui ressort où on apprend que Vince McMahon a officiellement décidé de relancer la ECW, puis en mai, c'est confirmé. Donc il confirme le 25 mai que la ECW va être relancée le 13 juin, 2 jours après One Night Stand 2. One Night Stand. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de tes souvenirs par rapport à la renaissance de la ECW? Comme beaucoup de fans de cette époque, je pense toi le premier également, j'étais euphorique à l'idée de voir la ECW renaître, d'autant que le deuxième One Night Stand, comme dirait Uva, bonjour Uva, était d'une bonne qualité, et puis ils avaient fait revenir de nombreuses superstars de la ECW cette fois-ci en les prenant sous contrat, avec effectivement l'idée de les faire continuer à bosser toutes les semaines. Je pense par exemple au Sandman notamment, à Sabu. Sabu signé à la WWE. Ça c'était impensable. Le Sandman déjà c'est impensable, mais après on va se retrouver avec des Sabu contre Rey Mysterio, des matchs de rêve comme ça qu'on n'imaginait jamais voir. D'ailleurs je crois que je le dis dans le DVD One Night Stand, parce que c'est à One Night Stand qu'il y a Sabu, oui, le deuxième. Rey Mysterio, oui voilà, One Night Stand 2. C'était dans mon Pro Wrestling Insider de 1997, le match rêvé des fans en 97, le numéro 1 dans Pro Wrestling Insider, c'était Sabu, Rey Mysterio, le match de rêve que tout le monde voulait voir. Logique. Et on aura attendu près d'une décennie pour enfin le voir, et en plus à la WWE, ce qui était inimaginable, impensable. Donc on a beaucoup parlé de One Night Stand. On a beaucoup parlé de One Night Stand 1 la semaine dernière. Donc on passe à la carte de One Night Stand 2. Pour rappel, en fait, Rob Van Dam avait remporté le Money in the Bank Ladder Match à WrestleMania. Ouais. Donc, le main event de ce show est Rob Van Dam qui encaisse sa mallette contre John Cena. Pour la première fois, d'ailleurs, la mallette n'avait pas une grande histoire, mais Rob Van Dam défie John Cena en amont. Il ne le surprend pas, et justement, il annonce qu'il veut affronter John Cena pour le titre de la WWE, et que s'il bat John Cena à One Night Stand, il prendra le titre WWE et on fera le titre ECW, quoi. Yes. Comme ça, le show du mardi, parce que donc la ECW était diffusée le lendemain de Raw. On avait toujours Raw le lundi, la ECW le mardi. À partir d'après One Night Stand. Donc à ce moment-là, en fait, il voulait amener la ceinture au show du mardi soir. Donc pour revenir très rapidement sur la carte, je viens juste de dire à Christophe que je me rappelais pas du premier match du show, qui est donc Taz contre Jerry Lawler. Tout à fait. C'est pas vraiment un match. Il me semble que Jerry Lawler tape une promo insultante contre la ECW. D'accord. On sait que depuis le début, Jerry Lawler était un anti-ECW. Il appelait ça Extremely Crappy Wrestling à la place de Extreme Championship Wrestling. Et donc là, ils ont refait vivre cette rivalité qui datait de 97, oui. Puisque à l'époque, Rob Van Dam et Sabu s'étaient en quelque sorte alignés à Jerry Lawler contre la ECW et les Tommy Dreamer et autres catcheurs de la ECW. Donc Jerry Lawler fait une petite promo, et puis dans un truc typique de la ECW, on balance la musique de Taz, Taz arrive, Kata Hajime. Je ne sais même plus si Taz arrive ou s'il l'attaque par derrière par surprise, mais enfin, en tout cas, voilà, ça dure 35 secondes comme c'est écrit sur Wikipédia, mais c'est pas vraiment un combat, c'était plus l'occasion de remettre Taz dans la lumière, qui était déjà devenu commentateur et qui, je crois, ne pouvait plus catcher. Je crois qu'il avait eu une blessure au cou qui l'interdisait de catcher, que c'était à peu près tout ce qu'il pouvait faire, et en même temps, c'était ce que faisait Taz à l'époque de la ECW dans les années 97, avant qu'il soit pushé jusqu'au titre mondial. C'était beaucoup de choses comme ça. Il arrivait, Kata Hajime, 2-3 souplesses, oui. Et c'était fini, quoi. Des Tazplex. Des Tazplex, exactement. Par rapport à l'invasion justement dont tu parlais, où Jerry Lawler s'est mis avec Rob Van Dam et Sabu, il faut savoir à ce moment-là, pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette période, donc Jerry Lawler à ce moment-là apparaissait à des shows de la ECW, et des catcheurs de la ECW sont apparus à Raw, dont un moment mythique dont tu le rappelles sûrement parce qu'il est dans beaucoup de bêtisiers sur YouTube.
Sabu, en fait, qui doit faire un énorme saut, ça doit être le grand moment de Sabu à la WWE. Il apparaît sur le logo de Raw, qui étaient des lettres gigantesques posées comme ça dans l'entrée, effectivement, et il est au sommet de la lettre R. Et donc il doit sauter sur les gens, mais en fait il est mal sur ses appuis. Non, c'est même pas ça, c'est qu'en fait la lettre se dérobe sous ses pieds, quoi. Voilà, ouais. Et en fait, en voulant prendre son appui, la lettre sur laquelle il est, donc le monticule sur lequel il est qui représente un R, bah, se dérobe sous ses pieds, donc la lettre part en arrière, et lui il n'arrive pas à partir aussi loin qu'il voudrait. Et il tombe un peu comme une merde. Un moment un petit peu ridicule de Sabu. Le seul moment qu'il a eu à ce moment-là, puis avant qu'il ne re-signe donc 10 ans plus tard. Donc justement, à One Night Stand 2, on a ce grand match, Sabu contre Rey Mysterio. Effectivement, et je vois que ça se termine dans un no contest en moins de 10 minutes. Je me souvenais pas je sais que si je me souvenais du no contest, ça se finit sur un saut à l'extérieur du ring où il fait un DDT sur Rey Mysterio à travers une table après le saut et ils tombent tous les deux sur le ciment et donc on arrête après, mais je pensais que ça avait duré un petit peu plus longtemps. Mais moi j'en garde un très bon souvenir de ce match. J'étais comme un fou en tout cas. Là on avait déjà commencé les DVD avec Philippe. Tout ça s'était fait de manière assez... Un jour on a eu un coup de fil d'Angleterre. Une personne francophone, il s'appelait Gilles. Si tu nous regardes Gilles, je t'embrasse. Et il nous appelle, il dit bon bah écoutez, on veut relancer les DVD en France. Est-ce que ça vous intéresserait de les commenter Est-ce que voilà vous seriez d'accord? Donc évidemment Philippe et moi, on était évidemment plus que d'accord et moi encore plus que Philippe parce que c'était un nouveau rêve qui se réalisait quoi. Donc c'est à partir de me semble-t-il le New Year's Revolution où Edge utilise sa mallette et devient champion. Je crois que c'est le premier DVD qu'on a commenté quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, on recevait, avec 2 semaines de retard sur les États-Unis environ, des cassettes d'Angleterre. On les commentait et ensuite on devait renvoyer les cassettes avec la VF en Angleterre et ils mettaient ça sur les DVD, quoi. Et donc, on a commenté ce DVD. Moi, j'étais comme un dingue. Si je ne me trompe pas, pardon, il a été vendu, le show, en double DVD avec Barley Legal. Et ça, Génial. je réalisais un autre rêve. Vous avez pu le commenter aussi en français? On a commenté Barley Legal en français. Je sais que énorme. certains d'entre vous l'ont vu. Beaucoup que j'ai pu croiser sur les shows en France et autres m'ont remercié pour ce show parce que moi j'étais passionné. Donc c'est vraiment pendant tout le show, j'essaye de balancer tout ce que je sais à tout moment. Après, je sais qu'il y a certains trucs où je me trompe. Comme toujours, l'erreur est humaine. Et même quand on veut bien faire, on arrive aussi à se tromper. Mais voilà, j'avais essayé de donner toutes les explications possibles, même dans le match de Barley Legal qui restait dans les mémoires de la Michinoku Pro, qui était un match entre 6 Japonais totalement inconnus à l'époque, quasiment, parce que il y avait quand même déjà des légendes comme le Great Sasuke ou Gran Hamada qui étaient quand même un petit peu réputés. Naniwa. Et non, Naniwa n'est pas là justement. Il est sur la jaquette. J'avais fait remarquer d'ailleurs à nos amis anglais de Clear Vision. Okay. Pour les États-Unis, c'était Silver Vision qui sortait les cassettes et les DVD américains, et en Europe, c'était Clear Vision, qui était une entreprise détenue par un vieux monsieur anglais qui avait réussi à obtenir les droits dans les années 80 et qui est devenu, je crois, millionnaire grâce à ça, parce qu'après, il les a détenus jusqu'à il y a quelques années de ça. Ça a été repris maintenant par une grande entreprise de production qui fait Danse avec les stars, tout ça. Je ne trouve plus le nom. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc je leur avais fait remarquer que c'est vrai que sur l'affiche il y a écrit Gran Hamada, mais non, il a été remplacé par Yakashiji, un catcheur japonais que je ne connais pas du tout, qui était habillé tout en vert. Oui, c'est vrai. Parce que Gran Naniwa s'était blessé malheureusement lors d'un show précédent, donc ils ont dû le remplacer. Et on avait donc la BWO Japan avec Takami Shinoku, Big Dick Togo et Terry Boy, qui avait pris ce nom-là parce qu'il était fan de Terry Funk. D'ailleurs, il place pendant le match la Spinning Toad, si chère à la famille Funk. Mais voilà, bon, là on est revenu encore une fois, comme d'habitude, 20 ans en arrière, on fait des choses comme ça. Donc là, c'était en 97. Mais avec ce DVD, on avait pu commenter et ça avait été un honneur de fou pour moi. Je l'ai mis sur mon Instagram l'année dernière quand on a arrêté les pay-per-view, malheureusement, que... entre les DVD, les pay-per-view sur AB1, j'avais pu pendant 15 ans commenter les plus grands moments des pay-per-view de la WWE, et que pour essayer de ne pas trop être triste, parce que je peux vous dire quand même que j'étais très triste quand les pay-per-view sont arrêtés cet été, j'étais un véritable zombie, tellement j'étais pas bien, enfin bon. Mais j'essaye toujours de me rappeler le petit enfant, le gamin que j'étais, qui pour la première fois de sa vie va commenter les DVD de la WWE,
et se dit, bah putain, même si on n'en fait qu'un, j'aurais commenté un DVD de la WWE, quoi. Et commenter à l'époque One Night Stand et Barley Legal, c'était voilà, un truc de fou, vraiment, un rêve devenu réalité, quoi, de pouvoir commenter ces images, parce que on ne pouvait pas imaginer, quand on regardait la ECW en 97, qu'un jour un DVD sortirait et qu'encore moins je puisse mettre ma voix dessus, quoi. C'est clair. Non, c'est beau moment, très beau moment. Oui. Super show en plus, parce que c'était un show vraiment historique. Le premier pay-per-view de la ECW, en fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'était donc Barley Legal 97, qui était très compliqué en plus parce qu'à ce moment-là, ils avaient eu plusieurs problèmes à cause d'un grand scandale, je sais plus quel, le Mass Transit Incident avec New Jack juste avant, ce qui fait que Barley Legal n'avait pas été diffusé par la plupart des diffuseurs de pay-per-view à l'époque. Et au lieu de passer à 19h aux États-Unis, il avait été repoussé à 21h, je crois, ou 22h. Et puis même, je crois que ça avait même repoussé leur début parce qu'ils devaient se faire bien avant. Oui. Et à cause de ça, ils avaient dû attendre encore quelques mois. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Paul Heyman a mis du temps avant de mettre New Jack dans les pay-per-view de la ECW. On parlera du Mass Transit Incident justement, donc quand le catch part en shoot, petite pub pour Catch Club. Oui, il y parlera tout seul. Hein, parce que je vais sortir un petit top où justement je vais parler des plus gros incidents de New Jack durant sa carrière. Et comme vous allez le voir, c'est particulier. Mais donc oui, Barley Legal d'ailleurs, juste pour terminer sur pay-per-view, je crois qu'il y a une petite anecdote. Au moment où ils rendent l'antenne... Oui, bah c'est, c'est une légende urbaine à mon avis, sur le côté au moment où ils rendent l'antenne, mais effectivement, peu après le show, ou au moment où ils arrêtent le show, l'électricité se coupe, parce qu'il y avait ils prenaient trop d'électricité, et la salle n'était pas prête à soutenir ça, quoi. Donc, apparemment, à 1 minute ou 2 minutes près, le finish n'aurait pas été diffusé. Oui, parce que les lumières se coupent, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien, et la salle était dans le noir. Voilà. Mais par contre, si vous n'avez jamais vu, je pense qu'on en a déjà parlé, mais on en reparlera sans doute encore une fois au fil de ces vidéos, mais si vous n'avez jamais vu Beyond the Mat, qui est un des plus grands documentaires réalisés autour du catch, c'est réalisé par un fan de catch, mais qui était devenu documentariste, donc dont le métier est de faire des documentaires. Donc il est fait de manière très professionnelle, et cette personne, le réalisateur, dont j'ai oublié le nom malheureusement, avait eu l'honneur de pouvoir rentrer dans les backstage de la ECW. Donc vous avez le discours de Paul Heyman qui motive les troupes, vous avez Paul Heyman à la fin du show qui est... c'est plus le même homme, il est là... I think it was a great show. Je pense qu'on a fait ce que les gens voulaient, mais vous voyez que ça faisait... Enfin, il est au bout de sa vie parce que c'était le moment le plus important de sa carrière. Clairement, à ce moment-là. C'était un moment décisif pour la ECW. Vous voyez son hommage à Terry Funk où il dit, voilà, Terry Funk, malgré toute sa carrière, est venu ici pour nous mettre sur la carte, comme on dit en anglais, pour traduire littéralement, quoi. Put us on the map. Enfin voilà, si vous avez envie de découvrir la ECW et les coulisses de la ECW et les coulisses du catch même en général, parce que ce documentaire va d'ailleurs mener à The Wrestler, le film de Darren Aronofsky, qui va s'inspirer, si vous avez vu le film et pas le documentaire, vous allez être surpris parce que quasiment de nombreuses scènes de ce documentaire sont reprises dans le film de manière quasiment presque mot pour mot, notamment la relation de Jake the Snake Roberts et sa fille, qui a été reprise dans le film de Darren Aronofsky avec Mickey Rourke et sa fille dans le film. Donc dans le film, en fait, on suit, pour rappel, dans ce reportage, on suit 3 catcheurs. Donc Jake the Snake Roberts, Terry Funk, et qui était le troisième catcheur qui est suivi durant le reportage? Je ne m'en rappelle plus. Il y a Mick Foley. Mick Foley? Bah oui, Mick Foley à l'époque où il est en feud avec les coups de chaise, Exactement. le Hell in a Cell. Il y a notamment le coup de fil de Mick Foley au réalisateur juste après le Hell in a Cell où Mick Foley est totalement dans le vague, où il dit voilà, je crois qu'on a fait un putain de match, mais je m'en souviens pas. Et vous voyez aussi comment Mick Foley, après ses 10 coups de chaise du Rock, je dis 10 au hasard, mais je sais plus exactement le chiffre, au fameux Royal Rumble et le I Quit match où on entend Mick Foley dire I Quit, mais c'est un son. Et vous le voyez rentrer dans les vestiaires, il se fait recoudre et sa petite fille qui arrive, alors papa. Et Mick Foley qui dit bah papa il a eu un petit bobo. Et c'est tout mignon. Par contre les scènes d'avant avec les enfants qui chialent au premier rang, ça c'est dur à regarder, quoi. Parce qu'ils étaient dans le public pendant le match, pendant les coups de chaise. Au premier rang. Très mauvaise idée. Ça j'ai du mal à... Encore aujourd'hui, parfois quand je vois les enfants, bon, il y a pas longtemps la fille de Lacey Evans au premier rang, mais le catch a quand même beaucoup changé. Mais malgré tout, je pense que c'est très impressionnant pour un enfant de voir son papa ou sa maman être malmené, même si on lui explique en avance que la personne qui le malmène est un collègue de travail. Dans la vidéo juste avant, on voit les enfants rencontrer The Rock en coulisses pour vraiment essayer d'expliquer aux enfants que The Rock et Mankind sont des amis, quoi. Mais non, là je veux dire... en plus, parce que The Rock s'est emballé durant ce match. Oui. À la base, il devait mettre 2-3 coups de chaise à Mick Foley et la scène est mythique.
Parce que The Ouais, Rock bon. commence à mettre des coups de... maintenant, comme on l'a dit souvent, maintenant qu'on a un peu vieilli, entre guillemets, ça nous fait un peu mal de revoir ça. Mais à l'époque, c'était mythique dans le sens où il lui met deux coups de chaise, mais Mick Foley se relève, il lui en met un troisième. Et Mick Foley, en fait, n'arrête pas de se relever. Et c'est aussi, il faut savoir que dans les matchs de catch, quand des chaises sont impliquées notamment, on doit se tabler sur la personne qui prend les coups de chaise. Mm. Si vous devez donner un coup de chaise, aujourd'hui maintenant c'est fini la tête, mais sur le dos par exemple, le catcheur qui doit la prendre doit donner son dos. C'est-à-dire se placer et montrer, vas-y, tu peux y aller en quelque sorte. Ok. Et j'imagine un peu, bon, il a dû prendre des libertés, notre ami Dwayne Johnson, mais qui s'est peut-être aussi dit, il se relève, il me donne sa tête, donc je lui en mets un, quoi. Alors que Mick Foley explique dans son livre qu'en fait, il se relevait plus par adrénaline et par énervement. Un peu, c'était en mode... Parce qu'il était menotté, il pouvait Non, pas mais, faire autre chose que se lever en quelque sorte. cette scène est incroyable. Et c'est marrant parce qu'on parlait justement de Mick Foley qui aidait certains catcheurs avec les matchs hardcore comme Randy Orton et Edge Mhm. dans les dernières vidéos. C'est un peu la même chose qu'il a fait avec The Rock, justement. Tout à cette fait. époque-là, Ah, bah, carrément. Parce que The Rock était à cette période où il débutait, où il voulait s'exprimer en solo, et ça a été le premier gros match hardcore de The Rock au final. Oui, alors je suis pas sûr pour le premier match. Il avait hardcore, fait des mais- matchs, et je me souviens qu'il avait fait des ladder matchs par exemple avant avec Triple H. Ah oui, Pour le titre SummerSlam intercontinental, 98 bien sûr, bien au sûr. Madison Square Garden. Mais ça cette aussi, c'est à violence, voir. c'était très violent. Bon, on n'arrête pas de partir dans des petits Désolé apartés. si vous êtes un peu perdu, mais c'est aussi ça la passion. J'imagine C'est ça. que quand vous êtes avec vos potes et que vous discutez de catch, vous partez de Lacey Evans et vous pouvez arriver effectivement à Bam Bam Bigelow sans savoir pourquoi. On voit le rapport tout de suite, c'est clair. Donc pour continuer, bon bien entendu, on avait un petit match FBI contre Super Crazy Tajiri, parce que comme on l'avait précisé la semaine dernière, ces trois catcheurs étaient tout le temps en feud plus ou moins Oui. avec Little Guido. Donc Et là, il y avait l'ajout de Tony Mamaluke qui était arrivé sur la fin de la ECW Mhm. originelle, mais qui, si je ne me trompe pas, débarquait de la WCW, je crois. il avait une gimmick à la WCW de gangster mafieux de Las Vegas, je crois, un truc dans le genre. Oui, en fait. bah, maintenant j'ai un peu de doute, je confonds aussi avec Vito, mais pas Big Vito, enfin si Vito, mais voilà, Le ch- bon, en tout cas, voilà, Tony Mamaluke et Little Guido, le nouveau FBI, puisqu'il n'y avait plus Tracy Smothers et Tommy Rich notamment. Tracy Smothers dans le FBI, c'était génial. Ah oui, mais bah, ça avait un sens, enfin, non, ça n'en avait pas, mais justement, c'est ça qui était drôle. Et Joey Styles s'en moquait souvent à l'antenne en disant... le seul truc qu'il a d'italien en lui, enfin, il trouvait toujours des exemples à la con, c'est le pepperoni qu'il avait hier soir sur sa pizza ou une chose comme ça, quoi. Ensuite, la feud qui continuait justement. Ah bah, Edge et Mick Foley qui étaient en feud, au final se sont réunis. Donc ils ont fait équipe Edge, Mick Foley et Lita contre Beulah McGillicuddy, Terry Funk, Tommy Dreamer. Encore une fois, c'était une petite boucherie, un peu comme dans le type de WrestleMania. Un bon match hardcore d'après mes souvenirs. Oui, oui. Et puis c'était l'occasion pour Tommy Dreamer et Terry Funk, qui étaient construits dans la ECW originelle comme le mentor et l'élève, de faire équipe et de refaire vivre un petit peu cette vieille histoire. Bah, c'est vendu comme un intergender match, un match mixte en quelque sorte, comme on dirait en français. J'en ai pas grand souvenir, je me souviens pas que Beulah ait fait grand chose, ni même Lita, mais bon, il y a une interaction entre les deux, mais c'est surtout Edge et Mick Foley contre Funk et Dreamer, quoi. Terry Funk nous avait pas fait une petite ECW où il avait fait semblant d'être blessé, il était parti, était revenu durant ce match. Si, je crois, effectivement. Et il me semble qu'il était déjà de toute façon blessé avant, puisque la veille, il participe, on en avait parlé dans l'épisode précédent, au show indépendant. Hardcore Homecoming, ça s'appelait. Exactement, sous l'égide de Ted Gordon. Non, pas Ted, si Ted Gordon. Todd. Todd Gordon, l'ancien coprésident de la ECW avec Paul Heyman, parce qu'on se souvient que de Paul Heyman, mais ils étaient quand même plusieurs. Et voilà, donc Terry Funk s'était fait bien ouvrir la figure, je crois, Ok. et il arrive un peu amoché quand même à One Night Stand. Le gars il se dit mais je vais enchaîner tout le week-end comme ça. Bah, c'est l'amour du catch aussi, hein. On se dit Terry Funk en 97, il devait déjà normalement prendre sa retraite, hein. Il gagne le titre CW en 97, il a 53 ans, hein. Là on est 9 ans plus tard. Et puis il y a Balls Mahoney, Masato Tanaka. Bon, ça c'est un peu dans le même genre que Coup de Mike chaise. Awesome, Masato Tanaka, voilà de la violence Ils n'avaient pas été champions par équipe d'ailleurs, Masato Tanaka et Balls Mahoney. à vérifier. Moi, à il me vérifier, semble qu'ils avaient mais, fait équipe en forcément le côté chaise. Ok, oui, c'est vrai, ouais. C'est ce qui les réunissait. Pas faux. Et c'est vrai que je me souviens pas de ce match en solo. Bah, il dure que 5 minutes en l'occurrence. Mais bon, bah voilà, si vous êtes fan des mecs qui se mettent des coups de chaise, c'est le match, quoi. Balls Mahoney qui était quand même le chair swinging hardcore, je sais plus quoi. Enfin voilà, c'était une partie de son surnom, quoi. Il arrivait avec des chaises customisées à la ECW en fait, Et souvent pareil. avec un tag. Son entrée avec la chanson d'ACDC, quoi. I've got big balls, you've got big balls.
but he's got the biggest balls of the world. Et dans la chanson, ça ne veut pas dire j'ai des grosses. Ça veut dire qu'il organise des grands balles. Ah, d'accord. Mais bon, évidemment que ça veut aussi dire ça, mais c'était le jeu de mots, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc le main event du show. If Cena wins, we riot. Cette pancarte mythique. Elle est merveilleuse. Elle est mythique. Et ça aurait été beau, quoi. Et puis il y a le lancer de t-shirt de Oui, John Cena. je voulais justement y pardon. venir. Mais vas-y, je te laisse, John Cena arrive, fidèle à lui-même. On a quand même oublié Kurt Angle contre Randy Orton. Kurt Angle qui avait été drafté à la ECW. Il n'en était pas forcément ravi. Pourtant, ça collait parfaitement avec la ECW, son côté hardcore mais technique. Mais justement, qui était dans la tradition des Guerrero, des Benoît, des Jericho qui étaient arrivés en amont. Et il a évolué en un petit peu plus violent à ce moment-là, en mettant le brutal. dentier ECW, en devenant une wrestling machine. Protège-dents, oui, c'est vrai, pas dentier. C'est pas tout à fait la même chose. Et oui, c'était la wrestling machine un petit peu. Ouais. Donc le Kurt Angle version ECW était bien, mais comme l'a dit Christophe, la ECW était le 3e brand. Mais alors, vraiment, le petit frère dont pas on a honte. Mais ça vaut pas grand chose. Donc pour Kurt Angle, c'était, on va dire, se faire rétrograder. Oui, et puis je crois qu'à cette période-là, il n'était pas particulièrement bien dans sa vie personnelle. Il va pas tarder à quitter la fédération. Oui, parce que malheureusement, il abusait un petit peu et puis il était terriblement mal physiquement. Donc il prenait des antidouleurs et ça allait pas bien. Mais il me semble que ça restait un match vraiment bien parce que les gens détestaient Randy Orton et ils étaient heureux d'avoir Kurt Angle en tant que membre de la ECW, donc les fans ont plutôt bien réagi à Kurt Angle et détestaient Randy Orton. Et donc il y a ce match John Cena, Rob Van Dam dans le main event. John Cena arrive et fait son petit show habituel. Et sauf qu'évidemment, les gens de la ECW ne veulent absolument pas de ça, donc ils le boo out of the building, comme on dit en anglais. Et au moment où il enlève son t-shirt et le lance dans la foule, comme il le fait à chaque fois, et il l'a fait quasiment jusqu'au bout, presque c'était sa casquette. Et on lui renvoie le t-shirt dans le ring. Alors John Cena, il le renvoie dans le public et on lui renvoie dans le ring. Et ça dure 2-3 minutes comme ça et c'était unique. On n'avait jamais vu ça auparavant. Ouais, c'était très drôle comme moment. Ah ouais. Quoi. Donc là, on voyait que c'était un public anti-WWE, on va dire, entre guillemets. Quoi. Donc Rob Van Dam qui encaisse sa mallette Money in the Bank. À la fin du match, il y a une intervention. Il y a quelqu'un qui intervient en fait avec un casque. On ne sait pas trop qui c'est. Référence à Barley Legal 97. Si je ne me trompe pas, mais en tout cas référence à cette époque-là, mais si, quasiment Barley Legal 97, où à la ECW, il y avait déjà un monsieur casqué habillé de la même manière. À l'époque, il s'agissait de Rick Rude, qui était venu mettre le bazar dans la vie du Triple Threat, le gang de Shane Douglas, qu'on a évoqué dans la vidéo précédente. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Edge, dans ce main event-là, qui permet à Rob Van Dam de gagner le match. Et encore avec contestation, puisqu'il n'y a plus d'arbitre. Et c'est Paul Heyman qui arrive en courant et qui tape le 3. Et Rob Van Dam est sacré champion de la WWE. C'est enfin. Je pense qu'on a tous pensé pareil. On s'est dit enfin. Je viens de le dire à Christophe, mais je veux dire, moi, c'était mon catcheur préféré à ce moment-là. Et pour beaucoup de monde, en fait, parce que Rob Van Dam était ultra cool. Je pense que maintenant c'est compliqué parce que voilà, il est plus à la mode maintenant. Non, mais à ce moment-là, c'était quelqu'un qui innovait tout le temps, qui prenait des risques d'une manière incroyable. Et il était tout simplement ultra cool. Dès qu'il y a eu l'invasion à la WWE, il est tout de suite ressorti du lot par rapport aux autres catcheurs. Oui, bien sûr. Et c'est un des seuls, même. Mais parce qu'il était aussi, parmi les autres catcheurs de la ECW de l'époque, il était celui qui avait déjà le plus d'expérience. Il était déjà passé par la All Japan. Il avait déjà fait un peu de WCW. Il avait fait quelques matchs où je crois qu'il catchait pieds nus à l'époque. Et il avait cette intelligence-là au début de la ECW. Il faisait des spots assez incroyables, notamment son 5-Star Frog Splash, mais qu'il ne vendait pas du tout. Et puis vous allez voir, si vous revivez la ECW, si ça vous donne envie de revivre ces moments-là, vous allez voir l'évolution de Rob Van Dam. Au bout d'un moment, sur son Frog Splash, il va commencer à le vendre, le fait que ça fait mal. Tout le temps à la fin même. Et oui, à la fin, ça sera normal, mais au début, non, il ne le vendait pas. Et petit à petit, effectivement, il va prendre en maturité et changer son style, mais il fera toujours des trucs. Moi, j'ai cette feud Rob Van Dam, Bam Bam Bigolo, qui fait que Rob Van Dam devient champion TV et le restera pendant 2 ans jusqu'à sa blessure à la cheville. Exactement. Où il sera obligé d'abandonner le titre. Mais c'est avant Heatwave 98, je crois, dans le pré-show. Là, vraiment, on est dans les détails. J'ai la cassette vidéo avec le pré-show de la ECW et le pay-per-view derrière, et on voit comment Rob Van Dam devient champion TV. Et c'est
2 ou 3 sauts à l'extérieur, 2 sauts à l'extérieur de suite. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Et quand je vous dis à l'extérieur, c'est pas seulement à l'extérieur du ring, mais dans le public. Donc par-dessus les abords du ring et ensuite par-dessus la barrière de sécurité. Ce qui était impensable et complètement dingue, quoi. Et c'est ça, son run en fait à la ECW était incroyable parce que comme tu l'as dit, quand il a remporté le titre de champion de TV, au final, la ceinture au bout d'un moment valait quasiment autant que le championnat du monde. Sûr. Et Rob Van Damme était plus ou moins considéré comme un champion du monde équivalent en fait parce que il était champion pendant 17 mois je crois, il avait battu plus ou moins tout le monde dans la fédération et il avait toujours les meilleurs matchs de la carte. Et après on le mettait aussi face à des superstars talentueuses, sûr, notamment Jerry Lynn qui les matchs mythiques. Cette rivalité contre Jerry Lynn est exceptionnelle. Mais voilà, ces matchs contre Bam Bam aussi l'été, je crois ne pas me tromper que c'était à Buffalo, New York, qui devient champion de TV. Mais voilà, et donc le fait qu'il puisse devenir champion de la WWE, c'est comme, je pense, pour vous, quand Jeff Hardy est champion de la WWE ou quand CM Punk finit par devenir champion du monde. Rob Van Damme qui devient champion de la WWE, c'est un truc dont on a tous rêvé, on s'est tous dit à un moment, bon, laisse tomber, ça n'arrivera jamais. Oh putain, il y a quand même encore une chance. Oh purée, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Impensable. Donc vraiment, gros plaisir pour fermer cette parenthèse de One Night Stand. One Night Stand. Donc on a on a de nouveau fait une demi-heure sur One Night Stand à chaque fois. Désolé pour ceux qui n'aiment pas du tout la ECW ou qui ne connaissent pas, mais comme on se disait avant de brancher cette caméra avec Ali, ce qui nous a fait plaisir dans l'épisode précédent, c'est de voir les personnes qui se sont dit « Ah, je suis allé voir l'entrée du Sandman, je suis allé voir comment ça se passait. » Effectivement, c'est aussi pour ça, et principalement d'ailleurs pour ça que moi je fais ça, pour partager ces années de catch. Évidemment, parler de ma carrière, on s'en tamponne un petit peu, mais revivre ces grands moments, et si vous les avez loupés, c'est comme quand on est fan de cinéma, on a envie de revoir les grands films et de comprendre pourquoi des gens sont devenus fous devant certains films alors qu'on les a peut-être loupés dans notre vie, quoi. D'ailleurs, pour info, est-ce que tu suis un petit peu ce que fait Rob Van Damme maintenant ? Grâce notamment à notre ami Sturi qui j'ai vu passer sur YouTube qu'effectivement il y a eu un petit problème à la ECW, on n'est plus à la ECW maintenant, à Impact, avec ses différentes conjointes, je crois. La gimmick qu'il a actuellement à Impact Wrestling est vraiment particulière. Moi j'avoue que je regarde aussi, mais j'en parle pas vraiment beaucoup sur Catch Club parce que on parle surtout de ce qui est diffusé en France, logiquement. Et Impact n'est pas diffusé actuellement, mais en fait Rob Van Damme a un petit peu une gimmick de mec de un peu plus de 40 ans qui profite de la vie. Voilà. Il fait sa crise de la cinquantaine maintenant, j'imagine. Cinquantaine, oui. Donc voilà, oui. En gros, maintenant il est avec une dame qui s'appelle une catcheuse qui s'appelle Katie Forbes et qui a des atouts. D'accord. Beaucoup d'atouts. Mais donc, comme vous pouvez le voir, et en fait Impact Wrestling un petit peu actuellement, ils disent eux-mêmes qu'ils sont ce qui ressemble le plus à l'Attitude Era et à la ECW. Bon, c'est pas totalement faux dans le sens où il y a du catch intergender. Maintenant, Tessa Blanchard qui est la championne pas féminine, la championne totale de Impact Wrestling. Elle vient de battre Sami Callihan. Et donc Rob Van Damme, en fait, maintenant, c'est un mec qui a donc cette copine qui est tout le temps en string et en soutif à côté de lui. Et puis il a plusieurs copines, enfin ils sont dans un ménage à trois, comme on aime à dire aux États-Unis en prenant l'expression française. L'histoire, c'est que sa copine a une copine. Ah. Et donc elle aussi, soyons honnêtes, elles ont un petit peu un style d'actrice porno, on va dire. D'accord. Ou de go-go danseuse. Et donc sa copine, c'est une blonde, la deuxième maintenant qui vient d'arriver. Et donc lors du dernier pay-per-view, elle a fêté avec Rob Van Damme quand il a gagné son match. Et là, ce qui s'est passé lors du dernier Impact, c'est qu'ils ont eu un segment, ils sont au lit. Et donc il est avec les deux femmes et elles reviennent en petite tenue. Puis après un moment, elles reviennent et elles sont tout simplement en string. D'accord. Avec de la crème, de la chantilly sur leur sein. Et en fait, tout ça n'a pas été accepté par Twitch, qui diffuse Impact. Ouais. Et donc, Impact a été banni par son diffuseur Twitch, tout simplement, alors que bon, c'est quand même un grand groupe. Merci Arvidi. Mais oui, Arvidi vit vraiment la vie, il croque la vie à pleines dents en ce moment. Ouais. Mais donc, il le faisait déjà à l'époque, parce que justement, oui, alors là. On vient de parler de Rob Van Damme qui est au top, mais maintenant on va parler du flop Rob Van Damme, parce qu'il remporte le titre le 11 juin. La ECW renaît le 13. Pour info, donc le lendemain, quand il est à Raw, donc le 12, le jour entre, Paul Heyman vient avec 2 ceintures. Donc la ceinture officielle WWE. Mais à ce moment-là, il dit que Rob Van Damme ne sera pas que le champion WWE, il sera également le champion ECW. Et Paul Heyman sort la ceinture de champion du monde. Ouais, toute moche la ceinture, hein, pas la belle de l'époque. Elle était un peu décevante cette ceinture. Et donc Rob Van Damme se retrouve avec 2 ceintures de champion du monde. C'était encore plus génial. Sauf que malheureusement, donc le 1er juillet, Rob Van Damme... Ah, pas sobre Van Damme, ça c'est sûr. Pas sobre du tout. Non, pas vraiment. Rob Van Damme et Sabu sont arrêtés.
Et là, c'est le drame. Contrôle de police, papier du véhicule s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Ça sent un petit peu l'herbe de Provence. Exactement. Et vous allez, et le pire c'est que tout a été filmé en plus par la voiture de police. Moi je me souviens avoir vu les images à l'époque, elles avaient été diffusées, parce qu'aux États-Unis toutes ces choses sont rendues publiques très rapidement, pour le meilleur, parfois malheureusement pour le pire. Je pense notamment au décès de Miss Elizabeth, où on avait rapidement entendu les enregistrements de Lex Luger appelant la police. C'est des crève-cœurs. Et là, effectivement, comme on le voit parfois dans les émissions où il y a Cadet Olivier aussi qui faisait ce genre de vanne avec un policier, il faisait des faux documentaires où il redoublait, où un policier il arrête Superman ou Batman, je sais plus, dans sa voiture. C'est assez drôle d'ailleurs, je vous conseille si vous aimez l'humour. Cadet Olivier jeune avec ces sketchs-là. Et voilà, ils se font arrêter. Ils étaient en train de fumer un joint dans la voiture, en roulant évidemment, donc ce qui ne se fait absolument pas ni aux États-Unis, ni en France, ni nulle part, hein, s'il vous plaît. Et voilà, donc évidemment la WWE a dû très vite changer son fusil d'épaule. Pour faire un petit résumé pour ceux qui veulent les détails, donc les policiers ont fouillé la voiture et ils ont trouvé 18 grammes de marijuana et 5 Vicodines, donc je ne sais pas si c'est des pilules ou des tablettes ou quoi, 5 Vicodines du côté de Rob Van Dam. Et du côté de Sabu, ils ont trouvé du matériel pour se droguer, donc drogue paraphernalia comme ils disent, sûrement des, j'imagine que c'est des... comment ça s'appelle des piqûres, des seringues. Des seringues et 9 tablettes de testolactone. Donc apparemment qui est un hormone de croissance. Une hormone de croissance pour te faire muscler, mais qui a comme effet secondaire de te faire pousser des man tits. Juste pour le détail, parce que certains catcheurs, c'est arrivé à certains catcheurs. Donc, ce qui se passe par la suite, tu peux nous expliquer pour ce pauvre Rob Van Dam? Très rapidement, je ne sais pas si c'est dès la semaine suivante, à Raw est organisé un combat triple menace avec Edge et John Cena, si je ne me trompe pas, et c'est Edge qui remporte le match et donc redevient champion de la WWE. Et du côté de la ECW, il est rapidement battu par le Big Show, qui, pour le plus grand désarroi et désespoir des fans de la ECW de la grande époque comme moi ou toi, devient champion de la ECW. Voilà, on aurait... comment dire, j'étais pas contre, c'est pas que j'étais pas contre, j'avais pas le choix, mais je veux dire, je comprends pourquoi ils ont fait perdre le titre à Rob Van Dam, mais encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont voulu mettre le Big Show à sa place. Non, ça collait pas du tout à la c'est pas ECW. Un catcheur ECW, non. Non, et puis il y avait peut-être pas beaucoup d'autres choix. Parce qu'il y aurait peut-être eu Kurt Angle par exemple, mais j'imagine que la WWE savait déjà que Kurt Angle n'était plus forcément un catcheur en qui il pouvait avoir confiance sur le long terme. Donc voilà, ils mettent le titre sur le Big Show. Ce qui était horrible en fait à ce moment-là, c'est que donc, quand ils se sont fait arrêter Rob Van Dam et Sabu, en fait la WWE annonce directement dans les 48 heures qu'ils sont suspendus pour 30 jours, mais que Rob Van Dam sera présent à Raw et à ECW avant de débuter sa suspension. Et donc là, tout de suite, je sentais ce qui allait arriver. Ah oui, non, mais ça, il y avait aucun doute. Mais moi, limite, je refusais d'y croire. Je me disais, non, ils vont pas faire ça. Ils vont pas lui faire perdre les 2 ceintures en 2 soirs quand même. Parce que vraiment, ça m'a fait mal. Ah oui. Et si le mec a tout perdu en 2 soirs, et il a même pas pu faire 1 mois en tant que champion. Oui, mais bon, après, c'est malheureusement, pour le coup, il peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est effectivement... Non, bien sûr. Être arrivé à un tel sommet pour tout gâcher, pour un joint dans la voiture. Surtout que c'est dommage. On sait que Rob Van Dam est un... Comment dire... Oui, il est pour la dépénalisation de cannabis. Il a toujours dit clairement. C'est sa gimmick depuis la ECW, RVD 420, et il a toujours... Oui, d'ailleurs, l'expression que je ne comprenais pas, il y avait Austin 316. Moi non plus. Austin 316 qui vient de la Bible, donc, à cause de Jean 3,16. Et Austin 420, en fait, je l'ai découvert qu'il y a quelques années de ça. En fait, aux États-Unis, ceux qui consomment du cannabis, ils utilisent 420 parce qu'il est toujours 4h20 quelque part. Et 4h20, c'est un peu l'heure où on peut commencer à fumer. Ah ok. Moi j'avais lu ça, mais j'avais lu une autre explication. Bon. Sur 9gag un jour, parce que sur 9gag il y a plein de mèmes, et ils expliquaient que, on part dans des anecdotes, mais ils expliquaient qu'apparemment ça sortait il y a des années, 30-40 ans, où les étudiants, après les cours, ils finissaient à 16h. Et du coup leur code c'était, pour aller fumer, ils se disaient 420.
Ça voulait dire, bon, à 4h20, on se regroupe pour Ok. voilà. Mais donc, parce que je me demandais pourquoi est-ce que Rob Van Dam utilisait ça. J'étais comme toi, je comprenais pas du tout le code, en fait. Oui, moi non plus. Et donc, en fait, voilà, Rob Van Dam ne l'a jamais caché. Et en plus, le pire, parce que Enzo Amore en a parlé récemment dans une interview, c'est que maintenant, à la WWE, c'est toléré. En soi, tu payes une amende. D'accord. Mais à cette époque... Non, mais à cette époque, ça l'aurait peut-être aussi été, dans le sens. Mais pourquoi le faire en conduisant? Oui. C'est ça que je trouve ridicule. S'il avait voulu le faire chez lui, dans sa chambre d'hôtel, même si évidemment les chambres d'hôtel sont non fumeurs aux États-Unis, elle était sans doute déjà à l'époque, mais enfin, voilà, il aurait pu faire ça dans le cadre privé, discrètement. Quand tu viens de vivre l'un des plus grands C'est moments de ta clair. carrière, je crois pas que tu Ne aies prends besoin pas de risque. voilà, de tout risquer comme ça. Ouais. Voilà. Donc, non, gros dommage. Puis Rob Van Dam n'a jamais réatteint ce sommet, malheureusement, par la suite à la WWE. Non. C'est la seule fois où ils ont osé miser sur lui. Ils ont compris derrière qu'ils le referont jamais. Donc, malheureusement, grosse déception par rapport à Rob Van Dam. À côté de ça, une petite reformation. On va parler de la vraie WWE maintenant, le noyau. Ah ouais, parce que là, on vous a déjà saoulé 40 minutes avec la WCW. Quand on voit les chiffres de l'épisode précédent, on sent que ça vous intéresse pas. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse, mais voilà, pas les grandes masses. Mais bon, on fait pas ça on fait pas ça pour vous intéresser dans les grandes masses. On fait ça pour essayer de vous faire découvrir des choses. Mais on va parler maintenant DX. Donc voilà, DX. Tout le monde aime la DX, tout le monde adore la DX. Ah bon? Non, la première version, oui, avec plaisir. Oui. Rick Rude, China, Ah non, Triple H, Shawn Michaels, oui. Ah, moi-même celle avec Road Dogg et Billy Gunn. Ah oui, non, bien sûr aussi, évidemment. Ah, moi, non, d'accord, non, évidemment, la DX Army après, oui, bien sûr. X-Pac, c'était- Road Dogg, Billy Gunn, j'adorais aussi. Oui, hein, oui, bien oui, moi entendu. aussi. Ah, mais là, donc d'abord il y avait une feinte. Ce qui est bien, c'est que justement, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. On a parlé du retour de Shawn Michaels. En 2002, on a cru à une reformation de la DX. Et à ce moment-là, 2002, c'était encore assez proche pour qu'on puisse être excité. Oui. Parce que 2-3 ans après, oui, ça peut ressembler à quelque chose. Là, on est en 2006. Et cette fois-ci, en fait, il faut savoir que j'ai lu, parce que ça, je m'en souvenais plus, Shawn Michaels était en feud avec Vince McMahon et Shane McMahon. Et il y a un pay-per-view où il y a un match Vince McMahon et Shane McMahon contre Shawn Michaels. Et Dieu, bien sûr. Ah oui, je me souviens parfaitement de cette rivalité. Et les semaines précédentes, où Vince et Shane vont dans une église, et Vince s'adresse à Dieu. Alors Dieu, je suis chez toi, t'es où? Et bon... Il n'y a que Vince McMahon pour mettre oui, Dieu dans une storyline. C'est clair, c'est clair. Et donc il y a ce match où la lumière arrive et Dieu est là. Mais enfin non, Dieu est pas là évidemment. Mais voilà, bon, ça a choqué énormément aux États-Unis, un peu moins dans mes souvenirs en France, parce que là, on est déjà entré dans la période Catch Attack. Hein, il faut le savoir. On est déjà diffusé sur NT1. Je pourrais plus exactement vous dire si on a déjà les deux shows sur NT1, mais au moins SmackDown, parce que je crois qu'on a commencé d'abord avec SmackDown, parce que... Donc vous déménagez de RTL 9 à NT1? Oui, mais enfin on déménage pas vraiment parce que en fait les chaînes appartiennent au même groupe. Ok, ouais. Donc en fait le groupe AB, qui désormais s'appelle le groupe Media One, pour lequel nous commentons toujours sur AB1, avait eu l'occasion de créer une chaîne sur la TNT qui venait de se lancer, c'est-à-dire les nouvelles. Pour vous, c'est plus des nouvelles, mais pour nous, c'était des nouvelles. C'était des nouvelles chaînes gratuites. Ouais, c'est clair. Jusqu'à présent, il n'y avait que TF1, France 2, France 3, Canal en clair, Arte, France 5 la journée, Arte le soir, M6, et c'est tout. Et à partir de 2005 environ, je crois, 2006 peut-être, on lance la TNT en France, c'est-à-dire de nouvelles chaînes comme Énergie 12, Direct 8, qui est aujourd'hui C8. Et le groupe AB avait obtenu le droit d'en avoir une parmi toutes ces chaînes et ils ont décidé de l'appeler NT1. Et le catch étant en train de devenir un énorme succès, en toute honnêteté, nous, on ne s'en rendait pas du tout compte avec Philippe. On a continué à commenter exactement de la même manière et avec les mêmes emplois du temps parce qu'on était encore à 2-3 semaines de retard, donc on venait toutes les 2-3 semaines. À ce moment-là, on a été lancé sur NT1, donc sur la TNT, et donc une plus grande... C'était pas encore toute la France qui avait toutes les chaînes. Je sais qu'en Alsace, on n'avait pas encore la TNT, c'était une partie du territoire. Il a fallu 1 ou 2 ans pour que toute la France ait toutes les chaînes. Mais on était diffusé nationalement dorénavant. Mais bon, même si on faisait des énormes chiffres, nous, on n'était pas particulièrement au courant parce que... vieille technique de patron, on ne vous dit pas que ça marche, comme ça vous ne demandez pas d'augmentation. Voilà. Et justement, d'ailleurs, pour le citer, Jérôme Pourut m'a envoyé récemment des interviews de toi à l'époque où il t'a interviewé vers 2005-2006. Donc moi, j'aurais...
J'aurais dit 2004. Ah ok, d'accord. Ben, on passera de temps en temps justement des petits extraits parce que c'est marrant bon d'entendre ta petite voix d'enfant. Ouais, super. Mais justement à ce moment-là, parce que je les ai écoutés, ils te demandent des questions par rapport aux chiffres et forcément tu peux pas en parler. Ils te posent des questions par rapport aux chiffres et forcément tu peux pas en parler. Mais je n'en ai aucun. D'accord, c'est ce que j'allais te demander. On ne nous communiquait... Tu ne sais pas du tout non. ce que vous Et faisiez, comme quoi. en plus les chaînes étaient nouvellement créées, vous n'aviez pas, par exemple aujourd'hui vous pouvez aller tous les jours sur Morandini, toute la télé, et avoir les audiences de toutes les chaînes. Mais par exemple pas celle de la chaîne L'Équipe. Vous avez peut-être remarqué, il y a la liste de toutes les chaînes mais pas la chaîne L'Équipe. Parce que quand une chaîne est nouvellement créée, elle peut pendant quelques années, je ne sais pas les détails, hein, mais grosso merdo, garder ses chiffres secrets pour ne pas être trop impacté au niveau des ventes publicitaires. D'accord. Et c'était le cas notamment pour NT1 qui donc au début était calculé par médiamétrie, donc les audiences, le nombre de téléspectateurs, la part d'audience, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui sont devant leur télé et le pourcentage de gens qui sont devant par rapport aux gens qui regardent toute la télé, ceux qui sont sur votre chaîne. La chaîne les connaissait, mais elle ne les divulguait pas encore au site d'information, donc on ne savait absolument pas combien de téléspectateurs on faisait. Et bon, je vais faire mon petit reporter, mais durant ces 20 dernières années, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu parfois des... Oui, notamment pour les... Juste pour savoir plus ou moins, est-ce qu'il y a des pics, combien ça pouvait atteindre? En toute honnêteté, moi j'ai un souvenir qu'une fois, du temps d'NT1, on aurait atteint les 800 000 téléspectateurs, ce qui est gigantesque. Ce qui, à mon avis, n'arrivera plus jamais pour le catch. Mais voilà, je n'ai aucune preuve, j'ai aucune truc. À la fin, les audiences étaient divulguées, mais c'est au moment où le catch commençait à descendre. Et on était, je crois, à 300 000 téléspectateurs en prime, ce qui pour l'époque était mauvais, ce qui aujourd'hui serait incroyable. Énorme. Parce qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas encore totalement YouTube, les gens regardaient beaucoup plus la télé, donc 300 000 téléspectateurs en prime, c'était pas grand chose, quoi. On n'était pas encore la dernière chaîne de la TNT. Aujourd'hui, si vous regardez les audiences, vous avez des chaînes de la TNT qui font 100 000 personnes en prime, des grandes chaînes, hein. Je sais que même ce samedi, me semble-t-il, non, c'est la deuxième partie de soirée, mais bon, voilà, bref. Il y a des grandes chaînes qui font des petits chiffres comme ça, et c'est encore suffisant. À l'époque, ça l'était déjà plus. 300 000, c'était déjà plus assez, quoi. Et après, on est tombé 100 000, et après, ils nous ont mis très tard la nuit, à des heures où même les audiences n'étaient plus calculées. Mais ça, c'était le groupe TF1, parce qu'après, NT1 a été racheté par le groupe TF1. Mais donc voilà. Donc non, je ne sais absolument pas quelles audiences on faisait, mais je me rendais compte que ça marchait de plus en plus, notamment parce que c'est cette année-là ou l'année suivante qu'on part en tournée à La Réunion avec la ICWA. On en reparlera, on en a déjà parlé, où j'ai failli me battre avec un animateur radio. Et pendant que je suis à La Réunion, c'est la première fois que le catch est diffusé dans le zapping, qui était encore un programme important de la télévision. C'était diffusé en clair sur Canal+. Canal+, qui, pendant 3 minutes, zapping, c'était très rapide. Ça montrait les meilleurs moments de la veille à la télévision. C'est encore diffusé, je crois, sur France Télévisions, ça s'appelle Vue. Ce sont les mêmes gens qui font ce programme. Et pour la première fois, en 2007, me semble-t-il, voilà, on est diffusé dans le zapping. Et je reçois, alors que je suis à La Réunion, des SMS de gens en Alsace, des connaissances. « Oh purée, vous êtes passé dans le zapping !» Et à ce moment-là, on va passer dans le zapping très régulièrement parce qu'ils utilisaient nos commentaires pour faire des parallèles avec la politique, pour faire la parallèle avec ce qui se passait dans le pays, quoi. Ah, c'est marrant. Merci, ça a l'air très marrant. Quand non, tu le dis comme ça, on est mort de rire. Si, non, parce que je me dis que c'est dommage. Déjà, ça m'a frappé quand tu as dit, j'avais oublié que le zapping n'existait plus. Parce que pour moi, c'est tellement mythique que je vais non, malheureusement. Enfin, ça existe encore, ça s'appelle Vue, mais c'est plus tout à fait pareil. Le zapping, quoi. Mais moi, quand j'étais jeune, le zapping et les guignols, c'était un rendez-vous parce que ça suivait. Et c'était le rendez-vous du soir, juste avant le journal de TF1, ou même c'était plus ou moins au même moment. Mais nous, on était sur Canal+. Le zapping et les guignols, c'était mythique. Oui, et donc de passer dedans, c'est pour ça que je m'en souviens. Parce que la première fois de passer dans le zapping, moi, c'était ouf, quoi. C'est énorme. Un honneur énorme. Donc, je suis retourné sur la carte de ce pay-per-view. Donc, sur quel pay-per-view je suis? Je suis sur Backlash 2006 parce que je voulais voir justement si dans ce match par équipe, Vince McMahon, Shane McMahon contre Shawn Michaels et Dieu, qui a remporté le match. Et
Vince McMahon s'est donc bien donné une victoire face à Dieu. C'est ce qui me semblait. Ça ne Bah, m'étonne c'est pas. un match handicap quand même, finalement. Pardon. Enfin, évidemment qu'il nous écoute, Dieu, mais excuse-nous. Hein, mais Non, mais je Shawn Michaels était un l'imagine peu bien seul. dans sa tête se dire non, moi je veux une victoire contre Dieu. Tu vois ce que je- C'est vrai que si un jour il nous sort sa biographie, ce qui serait assez merveilleux. The man who beat God. Voilà, ça pourrait être un beau titre. Ouais. L'homme qui a battu Dieu. Ce serait pas mal. Blasphème, hein, mais bon. Donc, Shawn Michaels galérait dans cette rivalité. Il a fallu que quelqu'un l'aide. Ça a été Triple Il H. faut que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie. Donc, le problème, c'est que ils se sont réunis, mais en 2006. On parle de DX à nouveau maintenant. Hein, Oui. Après des. Ils se sont réunis, mais c'est pas la DX. Enfin, personnellement, pour moi, c'était pas la DX. Non, c'était pas la DX qu'on avait connue, et parce que c'était plus la même cible. Là, c'était la DX qui s'adressait aux enfants, alors que la première DX, elle s'adressait aux ados. Elle s'adressait aux jeunes adultes, La première aux étudiants DX, américains qui faisaient leur barbecue avant le foot américain, qui se bourraient la gueule et compagnie, quoi. je pense que les gens ne voient plus, parce que ça, c'est le moment que maintenant on ne montre plus, mais la première DX allait La jusqu'au première point- DX Enfin, de nouveau. La première DX allait jusqu'au point où Triple H, dans le ring, il regardait des fans dans le public et il leur disait montrez tes seins. Tout à fait, et ça arrivait. Et ça arrivait. Et les filles le faisaient dans le public. C'était vraiment la folie WWE à l'époque. Je vais dire, imaginez-vous ça aujourd'hui. Non, ça, c'est pas possible. Donc, Heureusement, d'ailleurs, quand même, malgré tout, parce que c'était donc pas non plus, clairement, c'est deux DX différentes. Moi, le seul bon souvenir que j'ai en fait par rapport à cette DX, c'est que comme il faisait des petits sketchs marrants, en fait, quand il voulait aller un petit peu trop loin, Shawn Michaels devait se cacher. Oui, Parce que Shawn Michaels était à ce moment-là born again Christian dans la religion à fond. Donc dès que Triple H voulait parler sexe ou un truc dans le genre, Shawn Michaels faisait je dois juste aller checker un truc et il partait C'est pendant vrai. un instant. Et ça c'était drôle. Oui. Les moments avec Shawn Michaels c'était vraiment pas mal. effectivement. C'est vrai que j'avais oublié ces passages-là, mais c'est vrai qu'il jouait bien sur ce côté, oui. Triple H Ouais. qui était resté un peu le sale gosse, malgré les années qui étaient passées, puis Shawn Michaels, oui, qui born again, newborn Christian, comme on dit. Et un moment mythique dont je viens de me rappeler, tu te rappelleras tout de suite, quand ils imitent Vince McMahon et Shane McMahon dans le ring. Ce Oui. moment est vraiment pas mal aussi. I love Cox. Et puis il danse et stop C'est it. ça, il arrête et là il tombe par terre. Vous pouvez retrouver DX qui font Shane McMahon et Vince McMahon, c'est des segments qui étaient quand même drôles. Oui, non, il y avait une bonne créativité derrière, sauf Sauf que c'est pas la DX en et fait. que non, mais que on n'était plus la cible. Oui, C'était voilà. vraiment, ne serait-ce que par le comment ça s'appelle, Le logo, oui, et puis le merchandising ouais, qui était voilà. autour. Il s'adressait vraiment aux Ils enfants. ont vendu pas mal de glow sticks. Exactement. Et puis les t-shirts s'adressent aux enfants. Moi, je me souviens de la première DX. J'ai offert à Ishtu son premier t-shirt DX en 97. J'ai dû l'acheter, à mon avis, $80 pour le faire venir des États-Unis. Et il était arrivé juste à temps pour pouvoir lui offrir. Et je me souviens que j'étais trop heureux, quoi. C'est le genre, quand vous Ça, êtes c'est un trop beau content d'un cadeau. cadeau que vous allez offrir, c'est limite si je lui ai pas dit 3 semaines avant que j'allais lui offrir, tellement j'étais impatient de pouvoir et de voir sa réaction, parce que en 97 va commander ton t-shirt de catch aux États-Unis, génialiste. l'avoir et tout. Donc voilà, le merchandising DX première époque, c'était vraiment nous. Après, j'ai pas rêvé d'avoir un autre t-shirt DX avec leur petit bonhomme et tout, mais ça a fonctionné. On peut pas, ça je peux pas dire le contraire. J'étais juste pas la cible, mais c'était extrêmement divertissant à commenter. Ça, et je sais que je dis ça quasiment à chaque épisode pour toutes les grandes superstars de l'époque, mais ça aussi, ça a fait grandir l'audimat en France, quoi, parce que on était un peu, nous, sur cette cible-là, du côté Bien d'NT1 sûr. et tout ça. On était sur le public familial, du vendredi soir. On se met en famille, on se prend pas la tête. C'est certes violent, mais ça restait quand même encore à peu près raisonnable. Et puis c'était très de l'humour potache. Et Chéro adorait ça. Chéro, c'est tout à fait l'humour qu'il aime. Et il était très heureux de cette DX-là, quoi. Par rapport à leur cible, les deux DX ont parfaitement rempli leur rôle. Oui, La tout à fait. DX de 97-98 était celle qui devait révolutionner et contrer la NWO, on va dire. Et le clan était génialissime. Ils Oui. ont permis, avec Steve Austin et The Rock, etc., de reprendre l'avantage contre la WCW. Et c'est vrai que par rapport à l'époque où on était Ben là, ils étaient en train de- friendly, Ils étaient en train de construire une nouvelle fanbase, quoi. Ouais. Et c'est pareil avec John Cena. John Cena, c'était le super-héros des enfants. Et vous aviez à côté DX qui était un peu aussi des super-héros des enfants, mais de manière un peu plus guignole, joyeuse, quoi. Prout, poète, poète, quoi. donc à ce moment-là, justement, juste pour les citer, parce que ça peut intéresser certains fans, ils sont en rivalité avec le Spirit Squad. Eh oui. Donc qu'est-ce que c'est exactement le Spirit Mais qu'est-ce que Squad c'est le Spirit Squad? Qu'est-ce que Alors, c'est comment ça marche? Alors c'était un groupe de pom-pom boys formé de 5 superstars, si je ne me trompe pas. Oui, Oui, 5, cinq, ils oui. étaient 5.
habillé tout de vert, et puis je trouvais que cette gimmick était vraiment bonne. C'est vrai. Bah ouais, franchement, moi je trouvais ça cool, quoi. Et en plus, ils étaient pas si mauvais que ça, ils étaient très athlétiques. Alors, je sais que tu voulais le rappeler aux gens, il y avait quand même Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui a Dolph fait Ziggler toute a une carrière. débuté avec le Spirit Squad. Oui, il s'appelait C'est Nick. incroyable. C'est vraiment incroyable. Il utilisait son vrai prénom, Nick. Mhm. Il y avait Kenny Dykstra, Dijkstra, ouais. qui était un jeune très prometteur, Lui, il était plus très bon. jeune champion par équipe de l'histoire, je crois. Ok. Il avait genre 21 ans, il me semble. En tout cas, à l'époque. Oui, non, aujourd'hui, il les a plus, mais je veux dire, peut-être que depuis, quelqu'un est devenu champion par équipe en étant plus jeune. Mais voilà, il était très prometteur et il était très talentueux, mais ils étaient tous green. Et alors, ils étaient tout de vert vêtus, quoi. Mais moi, j'aimais bien quand ils chantaient ensemble, ils créaient des chorégraphies comme des vrais pom-pom boys. Non, je trouvais que c'était très intéressant et c'était très amusant. Je regrette d'ailleurs qu'ils aient pas eu une fin un peu plus charismatique, parce que bon, ça se terminera dans une poubelle. Et on collera OVW, je crois, sur la poubelle. On va aller retourner en développement, s'il vous plaît. Et on ne reverra plus aucun des membres à part Dolph Ziggler. Si, Kenny Dykstra fera une carrière en solo assez courte, mais sans gimmick, sans rien, où il a fait quelques matchs, mais au final il est parti. Certains sont il a réapparus. quand même une victoire sur Ric Flair, je crois, quand même. en solo. Ils sont réapparus pour certains à la Ring of Honor. Mais ouais, non, c'est dommage parce que c'était quand même difficile de sortir de ce clan une fois que tu avais cette gimmick collée. Preuve que non, parce que franchement, qui se souvient que Dolph Ziggler, non, à part les vrais fans qu'il a débuté là-dedans, il aurait fallu du temps, mais il y avait tellement de superstars à l'époque. La WWE avait les gars de la ECW, elle avait plein de jeunes superstars et puis plein d'anciens qui fonctionnent bien. Enfin là, je vois quand même les noms. T'as quand même Shelton Benjamin. T'as Umaga, t'as Carlito, Chris Masters, des catcheurs sur qui la WWE a quand même tenté de miser à plusieurs reprises. Pardon. Donc c'est sûr que c'était compliqué en sortant du Spirit Squad de tout de suite retrouver une place à la WWE parce que les places étaient chères. Ok. Donc... Ok. Il me dit ok comme si c'était moi qui décidais depuis le début. Non mais moi j'ai rien fait. Hein. Non mais je me disais, c'est parce que je me disais, on est déjà à peu près 1 heure. Ouais, purée, désolé. Hein. On va essayer de couvrir les 3 derniers gros moments que j'avais sur la liste. Ok, on fait ce qu'il veut. Non, mais c'est parce qu'après, il a un timing, monsieur a un timing, donc bon, on va essayer de... Ah, et vous aussi, je sais bien, certains voudraient même qu'on fasse plus court, mais bon, bah malheureusement, vous voyez... Et d'autres personnes nous disent que ça passe très vite. C'est vrai. Donc c'est pour ça que nous, il faut comprendre aussi que quand on fait les vidéos, c'est compliqué de savoir sur quoi se baser. Parce qu'on a tellement tous les avis que c'est impossible de ravir tout le monde. Oui, c'est beau. Donc on continue maintenant avec un autre élément qui est la rivalité. Une rivalité qui a commencé dans la vraie vie et qui est après passée à l'écran. C'est la rivalité entre Mick Foley et Ric Flair. Oui. Donc je voulais te rappeler par rapport à ça comment a débuté la rivalité très rapidement. Mick Foley, en fait, dans son livre, a un petit peu, pas insulté Ric Flair, mais il a dit que Ric Flair était un très mauvais booker à la WCW. Très mauvais booker, très bon catcheur. Derrière, Ric Flair a répondu dans son livre en attaquant violemment Mick Foley, en disant que Mick Foley était très bon dans le hardcore, mais le hardcore, c'est rien dans le catch. Et il l'a traité de glorified stuntman. Qui n'était rien de plus qu'un cascadeur. Voilà, un cascadeur glorifié. Donc derrière, ça a mené à une rencontre fin 2004 où les deux catcheurs se sont croisés en coulisses. C'est pas clair vraiment de qui allait vers qui en premier, mais en tout cas ils sont allés se parler. Apparemment Ric Flair faisait comme si de rien n'était. Quand il est en face, il fait comme si tout allait bien. Il a voulu serrer la main de Mick Foley. Mick Foley qui a un honneur quand même, qui n'accepte pas ce genre de choses, n'était pas d'accord. Il n'est pas hypocrite, on va dire, Mick Foley. Donc il a refusé de serrer la main de Ric Flair. Et à ce moment-là, Ric Flair lui a mis une droite, tout simplement, qui a connecté. D'après les articles, ça connecte. Enfin, il a bien eu Mick Foley. Mais tout de suite, ils ont été arrêtés. Et ce que j'adore dans les différents articles que j'ai lus par rapport à ça, parce que j'ai relu les articles qui sont sortis à cette période, donc lors de l'agression, enfin lors de la petite bagarre. Oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'apparemment, donc les deux catcheurs ont été pris par John Laurinaitis et ils sont allés voir Vince McMahon. Et ce qui est ressorti de la plupart des sources qui étaient en coulisses, c'est qu'apparemment il y a eu un échange de promos entre Mick Foley et Ric Flair qui était mieux que 90% de ce qu'il y avait à la télé. Il paraît qu'à ce moment-là, les mecs se sont lâchés l'un sur l'autre devant Vince McMahon. Mais j'imagine qu'en plus, avec l'énervement, ils ont un peu fait le show. Les deux. Bah, ça fait partie du catch aussi. Hein. Les catcheurs restent dans leur rôle de catcheur souvent en dehors du ring. Il faut pas... Parfois, ils ont du mal à différencier les deux. Surtout Ric Flair, d'ailleurs. C'est quasiment toute sa vie, d'ailleurs,
d'être dans son rôle de catcheur alors qu'il est dans la vraie vie. Il avait fait le même coup avec Eric Bischoff, quand Eric Bischoff avait débuté à la WWE, d'ailleurs je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais il faudra qu'on regarde la date, mais quand Eric Bischoff avait débuté à la WWE, Ric Flair était allé le voir en coulisses, il lui avait sauté dessus, il avait essayé de se battre avec lui. Donc ça a commencé comme ça, les deux ont fait la paix au final, mais ça nous a donné un angle fin 2006 avec... ils ont parlé justement des éléments de la vraie vie à l'écran. Oui, bah, c'était l'occasion, comme souvent dans le catch, on en a parlé l'épisode précédent, je ne me souviens plus pour quelle raison, mais on en a aussi parlé dans un autre épisode avec Edge et Matt Hardy. C'est là où le catch est au meilleur, quand il arrive à exploiter quelque chose qui est dans le monde réel pour en faire de la fiction et puis essayer justement de mener les gens un peu par le bout du nez en quelque sorte, leur faire croire que c'est pour de vrai alors qu'on sait quand même que c'est pour de faux, mais c'est là où voilà, le catch arrive à troubler un petit peu les gens, on ne sait plus sur quel pied danser. Et il y a quelques bons échanges de promos. Donc pour ceux qui pourraient être intéressés, vous pouvez revoir cette feud Ric Flair contre Mick Foley. On continue rapidement avec les débuts de CM Punk en 2006. CM Punk est arrivé à la OVW. Donc à la base, il a été justement dirigé par Paul Heyman. C'est là que Paul Heyman, on va dire, est vraiment tombé amoureux de CM Punk. Il l'a adoré. CM Punk fait ses débuts à la ECW en 2006. Puis il y a ce grand moment lors des Survivor Series. Et oui, en équipe donc avec DX, Triple H, Shawn Michaels et les Hardy Boys. Et il est ovationné, c'est celui qui est le plus ovationné dans son équipe. Alors que, bon, quand même au niveau Star Power, vous avez quand même les 4 immenses noms à côté de lui. Et le public, je vous invite à le revoir, certains ont peut-être encore le DVD en français. Le public ne scande que CM Punk, à tel point même que Triple H lui laisse faire un Are You Ready, je crois. Ouais, exact. En tout cas, même Triple H, on sent que ça l'a un petit peu titillé, je pense. Il paraît qu'il n'a pas aimé. J'imagine, parce que... J'aime pas critiquer Triple H, mais d'après les rumeurs... Moi, c'est pas pour critiquer, je veux dire, c'est humain. C'est des rumeurs, hein, donc encore une fois, voilà, on n'affirme rien, mais il paraît qu'ils n'ont pas forcément aimé, parce qu'il y a toujours ce délire à la WWE et qu'ils n'aiment pas forcément quand les catcheurs se font eux-mêmes, quand c'est pas vraiment dans les plans. Oui, mais alors tu dis à la WWE, mais c'est dans l'histoire du catch en général. Dans le catch, j'allais dire, même dans le catch en général. À la WCW, c'était exactement la même chose, et je pense que dans beaucoup d'autres fédérations, c'est pareil. Oui, après, comme tu l'as dit, c'est l'ego, c'est humain, les catcheurs ont un ego, c'est normal. Oui. Donc ils plus ont pas grand forcément... que le nôtre en général. Bien sûr, donc ils n'ont pas forcément aimé que ce soit CM Punk la star à ce moment-là. Personnellement, en tant que fan qui suivait CM Punk depuis la Ring of Honor, j'étais comme un fou que de voir ça. Donc CM Punk qui débute, c'était le petit moment, si jamais vous voulez le voir, c'est au Survivor Series 2006, la petite pop. On continue maintenant avec le pay-per-view du mois de décembre qui était malheureusement assez triste. December to Dismember. Ah oui, écoutez, pas grand chose à dire si ce n'est que... Bon, si, il y a quand même un M&M contre Hardy Boys. Je vous parle pas des petits bonbons, hein. C'était bien Johnny Nitro et Joey Mercury, accompagné par Melina, qui affrontaient les Hardy Boys dans un match de rêve pour l'époque quand même, Ouais. qui, dans mes souvenirs, était un peu long. Mais bon, il y avait tellement peu de matchs sur la carte qu'ils ont dû faire un petit peu durer. Je crois que le jour du show, il n'y avait que 3 matchs annoncés. Donc Hardy Boys contre M&M. Je crois qu'il y avait également le main event. Le main event, bien sûr, le Elimination Chamber. Et peut-être Balls Mahoney, Matt Striker, mais je suis même pas sûr. Peut-être qu'il y avait que 2 matchs annoncés. Mais voilà, ça a été un fiasco total, ce show. Le main event est un Elimination Chamber match pour le titre de la ECW. Tout le monde est pour CM Punk. À la base même, il y a quand même Sabu dans le match, mais qui, avant même le début du match, se fait tabasser par Hardcore Holly et remplacé par Hardcore Holly dans le match. Donc déjà Sabu se fait éliminer avant même le début du match, alors que les gens, c'est quand même un show ECW, donc espérer peut-être que Sabu puisse pourquoi pas gagner le titre, on ne sait jamais. Vous avez Rob Van Dam dans le match également, je crois éliminé en premier, ou alors c'est CM Punk éliminé en premier. Non, CM Punk éliminé en premier. Alors là, voilà, et à partir de ce moment-là, les gens n'ont plus aucun espoir dans ce match. Et c'est Bobby Lashley, le pauvre, qui gagne. Si je dis le pauvre, c'est que ça aurait pu être dans n'importe quel autre show, les gens auraient été fous parce qu'il avait le physique, il avait le talent in-ring, il n'avait pas forcément le charisme au micro, mais il avait quand même beaucoup de qualité, quoi. Et malheureusement, tout ce qui s'est passé avant a fait que le public n'en voulait pas du tout, ni de ce match, ni de cette victoire, ni de ce show.
et ça va sonner le glas des pay-per-view de la ECW. Oui, malheureusement, en fait, parce que Vince McMahon n'a pas laissé Paul Heyman gérer le show, en fait. Paul Heyman s'est beaucoup plaint de ce qui s'est passé lors de cette soirée. Il tape d'ailleurs une promo de près de 20 minutes avant le main event pour gagner du temps. Au point où, apparemment, donc juste après le show, le lendemain, lors de Raw, Vince McMahon et Paul Heyman s'embrouillent en coulisses parce que Vince McMahon rejette la faute de cette faillite de show sur Paul Heyman. Et à côté de ça, ils sont également embrouillés parce que, comme tu l'as dit, ça paraissait évident. Parfois, il y a des choses qui paraissent évidentes. Et là, ça paraissait évident qu'il fallait faire gagner CM Punk. Ah oui. Mais vraiment, et je veux dire là, je veux pas faire mon marque ou quoi que ce soit. Honnêtement, parfois il y a des choses, quand tu vois que Daniel Bryan est suivi par la foule, c'était évident à un moment qu'il fallait lui donner le titre. La WWE a essayé, ils ont tout fait pour le repousser, jusqu'à ce qu'au final ils avouent, ils l'ont quand même fait. Mais à ce moment-là, oui, CM Punk devait gagner le titre, Paul Heyman avait booké CM Punk comme vainqueur, et c'est Vince McMahon qui a refusé et qui a insisté pour que ce soit Bobby Lashley qui remporte le titre. À ce moment-là, vraiment, Paul Heyman a pété un câble. Donc le lendemain, il s'embrouille lors de Raw. Vince McMahon renvoie Paul Heyman chez lui et il le fait escorter par la sécurité en dehors de l'arène. Et à ce moment-là, parce que donc j'ai relu les articles ce matin, Tommy Dreamer et Stevie Richards, qui sont des proches de Paul Heyman, ont demandé à ce que leur contrat soit résilié, rompu. Oui. Vince McMahon a refusé. Donc voilà. Par contre, il faut savoir que donc, Paul Heyman est rentré chez lui à ce moment-là. Ils l'ont pas viré. Ils ont laissé son contrat en fait arriver à la fin. Ce qui fait qu'à l'époque, on s'attendait pas forcément à ce que Paul Heyman revienne quelques années par la suite. Non, mais on aura cette très bonne surprise. Donc pour continuer, on a parlé de ECW. Bon, on va revenir juste très rapidement sur la carte, mais oui, les matchs. Ah bah, il n'y a rien qui fait rêver, hein. Je veux dire, bon, il y a Balls Mahoney, Matt Striker, c'est pas la joie. Bon, Matt Striker, quand même, qui s'est fait une carrière en étant à la base prof et qui loupait ses cours pour pouvoir catcher le week-end du côté du nord-est des États-Unis. Donc, ça laisse quand même pas mal d'espoir pour notre cher Amal, qui, je l'espère, sera rapidement signé du côté au moins de NXT UK. Elle est apparue pour la deuxième fois cette semaine à NXT UK, il faut le souligner. La classe, bravo à elle. Et bravo également à Artemis, qui est arbitre et une des rares, sans non plus, pardon, je connais pas tous les arbitres français et je veux pas vous manquer de respect si vous en êtes un et que vous êtes un bon arbitre, mais il n'y a pas beaucoup de très bons arbitres en France. J'ai Kerzodek, évidemment, qui a beaucoup arbitré en Angleterre et qui a été un des arbitres de la ICWA pendant de longues années, et Artemis, et voilà. Mais donc, c'est cool pour elle, bravo. C'est clair. On a D'ivory contre Tommy Dreamer. Voilà, Ariel et Kevin Thorne, dont on a déjà parlé, Kevin Thorne qui aurait dû être Mordecai, contre Kelly Kelly qui jouait le rôle d'une exhibitionniste qui ne montrait jamais rien. Hein. On voit que les mecs n'avaient jamais regardé le Gendarme de Saint-Tropez, parce que sinon ils auraient su ce que ce sont des, entre guillemets, des exhibitionnistes, en tout cas des naturistes. Ah ouais. Non, parce que oui, elle était censée... elle faisait des danses. La première apparition de Kelly Kelly dans le show hebdomadaire de la ECW, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, c'est Gênance Top 1000. Ah ouais. Parce qu'elle est censée enlever son soutien-gorge, mais elle n'arrive pas. Et pour un garçon, enlever le soutien-gorge d'une fille, si vous êtes jeune et que ça ne vous est pas encore arrivé dans la vie de devoir enlever, c'est vrai que parfois c'est pas facile, mais normalement une fille sait enlever et mettre un soutien-gorge, parce qu'elle a fait ça toute sa vie. Et bien là, Kelly Kelly n'y arrive pas. Et donc elle est comme ça, face cam, en direct sur Sci-Fi aux États-Unis. Ça dure au moins 2 minutes. Ah, le stress. C'est long. Enfin voilà, bon, c'était une idée un peu bête, hein, je trouve, mais bon. Donc voilà, et Mike Knox, c'était son petit ami, et à chaque fois, il voulait l'empêcher qu'elle se dévoile aux yeux du monde. Et on a fait ici Elijah Burke et Sylvester Turkey contre le FBI. Donc oui, la carte... c'est inimaginable de mettre ça en pay-per-view. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis c'est surtout... C'est tellement dommage en fait comment parfois... Faut qu'on arrête, mais c'est tellement dommage pourquoi parfois la WWE... Je veux dire, tu mets tellement d'efforts dans un show... Pourquoi pour faire ça? Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est de l'argent gâché, là. Il y a du temps perdu, il y a plein de choses, quoi. Donc, pour info, ça a été le pay-per-view qui a eu le pire taux d'achat. Mais il n'y avait que 2 matchs annoncés. Et en plus, je crois qu'il fait 40 minutes de moins. Je crois qu'il fait 2h20. Normal, ouais. Il fait que 2h20 au lieu des 3 heures annoncées. Parce qu'à l'époque, les pay-per-view étaient calibrés à peu près 3 heures.
Ça fait longtemps maintenant que ça n'est plus exactement le cas. Bah là, si tu additionnes le temps des matchs qu'on a sous les yeux, on arrive à peu près à 1h, 1h10. Oui, mais parce qu'il manque la promo de Paul Heyman déjà, qui Donc, fait bien un quart d'heure, 20 minutes, ouais, non, où il essaye de gagner du temps juste avant le main event. C'était très faible comme show malheureusement, mais si jamais certains veulent voir ça par curiosité, c'était ECW December to Dismember. December to Donc, Dismember. Pour terminer, on va juste terminer sur le Royal Rumble de 2007. Comme ça, on commence avec 2007 et je pense qu'on passera à WrestleMania lors de la prochaine vidéo. D'accord. Mais comme parce que 2007 est une année assez incroyable pour moi. Je vous cache pas que personnellement dans la vie, 2007 c'est une année où j'ai le plus vécu. On était en coloc avec des potes, on faisait énormément la fête, mais il y a également énormément de shows ICWA. Les shows en janvier, on est 10 jours à La Réunion où on attire 2000 personnes par jour. 2000 personnes par jour à La Réunion. Donc au Miel Vert, donc je salue tous nos amis réunionnais, c'est une fête annuelle à La Réunion, une sorte de foire internationale à La Réunion, quoi. Et c'est des souvenirs assez exceptionnels, quoi, parce que 2000 personnes dans une salle qui ne sont pas habitués à voir du catch, t'imagines l'ambiance, qui réagissent à tout. Qui réagissent à tout. En plus, on avait un casting vraiment cool avec des catcheurs comme les UK Pitbulls qui étaient comme des gros poids lourds, mais dans le même temps, on avait aussi Sam Slam, qui je ne crois pas a fait une grande carrière, mais qui avait un beau physique. On avait Bad Bones aussi. Et puis un jeune catcheur qui venait de rentrer de Calgary, dans l'Alberta au Canada, et qui n'assumait pas encore, donc il mettait un masque. Il se faisait appeler Eagle Mask. Et évidemment, il est devenu Tom LaRufa. Enfin, il n'est pas devenu, il l'était déjà, mais je veux dire, après, il s'est fait appeler Tom LaRufa. Et pour la petite anecdote, nous ne devions pas avoir Tom LaRufa. On devait avoir un jeune catcheur français qui catchait déjà en Angleterre, qui, dans la même fédération en Irlande, dans la même fédération que Sheamus, que Drew McIntyre. Ce sont d'ailleurs des bons potes à lui. Et malheureusement, il s'est blessé une semaine avant la tournée. Donc, on a contacté Tom qui venait de revenir de Calgary. Et il est venu avec nous. Et ce catcheur deviendra le partenaire de Tom LaRufa à la NXT. D'accord, oui. Et maintenant, voilà, j'ai oublié son nom. Marcus. Marcus, ouais. Ah bah, excuse-moi, désolé. Mais voilà, on a... comme quoi, parfois, les aléas de la vie, Tom prend la place de Marcus. Et finalement, quelques années plus tard, ils font équipe à NXT. Et puis, j'ai mis presque 10 ans après à rencontrer Marcus, qui lui est resté vivre en Angleterre et qui est resté faire sa carrière là-bas, dans la même fête, comme dit, que Drew McIntyre et Sheamus. Marcus, lui, voilà, donc, voilà, que j'aurais pu rencontrer et devenir ami avec lui ou proche, mais voilà, une blessure, et finalement, je rencontre Tom LaRufa. Enfin, on se connaissait déjà un peu en tant que moi commentateur et lui fan sur les shows, mais on a passé tout le vol pour la Réunion à discuter, on est resté debout au bar. Alors pour le coup, moi, j'ai dû certainement boire quelques verres, mais Tom, pas du tout. Mais comme c'était un immense avion, c'était la première fois que je prenais un tel avion, puisque c'était un avion à 2 étages. J'en ai pas pris beaucoup dans ma vie, mais là, j'en voyais. Donc, on est resté du côté du bar et on a discuté pendant tout le vol. Et Dieu sait que le vol est long. Parce que Paris-Saint-Denis de la Réunion, c'est pas 2 heures de vol. Ouais, je sais plus combien c'est, mais oui, on passe au-dessus du Kilimandjaro. C'est quand même un sacré voyage. Et on s'est découvert, c'était un peu comme avec Booster, la première rencontre, on s'est découvert tellement de points communs. On est un peu de la même génération, même s'il est plus jeune. Mais voilà, les mêmes souvenirs, la même passion. Et donc, on a pu faire ce show et ces shows là-bas à La Réunion. Yes, mais justement, on va parler de ça. On parlera de WrestleMania 23 et 24 dans la prochaine vidéo. Ouh. Le 23, ça va être très rapide parce qu'honnêtement, c'est pas que c'est pas un grand show, mais on a regardé la carte tous les deux. Oui, c'est pas le plus historique de tous. Voilà. Même s'il avait fichtrement bien marché à l'époque et qu'il y avait eu beaucoup de ventes. Et je sais que, aussi pareil, avec la génération Catch Attack, ça fait partie des WrestleMania dont les gens se souviennent beaucoup. Bien sûr. On ne dit pas qu'il n'est pas marquant, je sais. Le truc, c'est qu'il y a tellement de choses marquantes que forcément. Non, et puis on est à combien de WrestleMania? On est au 36e WrestleMania, si je ne me trompe pas. Donc évidemment qu'il y en a forcément moins. Il y en a certains qui ont moins marqué que d'autres. Et puis WrestleMania 24, vu que c'est le premier auquel j'ai été, là j'ai beaucoup d'anecdotes assez sympas, assez amusantes à vous raconter. Et certaines un peu plus touchantes, comme celles que j'ai pu partager sur les réseaux lors du décès de Rocky Johnson, que j'avais eu l'honneur de rencontrer et de côtoyer pendant quelques heures à Orlando. Yes. Donc dans ces vidéos, on pourra vraiment rentrer à partir de peut-être la vidéo d'après, WrestleMania 24, on pourra vraiment rentrer dans les shows où tu vas aux États-Unis et tu vois non, les parce backstage. qu'après j'ai dû attendre beaucoup de temps avant d'y retourner. Il y a eu un show, puis de nouveau une pause. Oui, d'accord. parce que non, mais je vous raconterai ça plus en détail. Très mais bien. oui, dans le 24, et puis après pas mal de temps de pause.
avant qu'on y retourne. Donc juste pour terminer, on passe en début 2007 et on passe au Royal Rumble. On a parlé du Royal Rumble récemment quand on a fait une vidéo top 10 de nos Royal Rumble préférés. Sur Catch Club, n'hésitez pas à aller la consulter puisqu'on est en pleine période du Royal Rumble. Et d'ailleurs, non, c'est pas encore tout de suite, j'attendrai la semaine prochaine pour te souhaiter un joyeux anniversaire également. Il n'y aura pas de gâteau. Hein, pas de gâteau, pas de bougie, il faut pas quand même pas brûler l'appartement. Mais dimanche le 26, ça fera 2 ans pour Catch Club. Et ça fait 2 ans que le Royal Rumble est le même jour. Donc à chaque fois, je peux le fêter en même temps, c'est parfait. Donc justement, on passe au Royal Rumble 2007. On a mentionné les Royal Rumble 2007 et 2008 dans ce top 10 parce que ce sont des Royal Rumble... Des quoi? Des warmers. Ce sont des They wanna stand. C'est Royal Rumble, les gars. Ce sont des Royal Rumble mythiques pour l'histoire Undertaker, Shawn Michaels. Oui. Et donc justement, le Royal Rumble 2007, c'est l'Undertaker qui le remporte. Je te laisse un petit peu dire un mot sur la carte. Si tu veux te la rappeler, tu l'as sous les yeux. Tu veux te la rappeler, ta carte? Bah écoute, je n'ai quasiment aucun souvenir. Alors, la feud Batista-Kennedy du côté de SmackDown, on peut te souvenir. John Cena-Umaga, si ça c'est quand même une grosse feud. Je sais d'ailleurs que la génération Catch Attack garde Umaga près de son cœur. Bah non, évidemment, il nous a quittés, mais c'est un catcheur qui a beaucoup marqué la génération Catch Attack parce que c'est vrai qu'il était impressionnant. Clairement. Et puis Armando Alejandro Estrada qui présentait Umaga, c'était vraiment classe. Et puis cette fin de Rumble avec l'Undertaker, Shawn Michaels, 10 minutes de face à face où on ne sait pas, Undertaker, l'Undertaker qui remporte son premier Royal Rumble, ce qui était quand même assez incroyable. Et c'est quand même, je crois que c'est dans une salle mythique, mais je ne suis pas sûr. C'est à San Antonio, Texas, en plus. Mais bon, c'est pas au Alamodome où il y a eu le 97 et plus récemment le 2017. Peut-être. J'y étais. Je check rarement les J'y arènes. étais, mais non, mais c'est parce que quand même j'ai eu la chance et je me souviens avoir dit il y a 10 ans et on m'a fait remarquer non, ça fait 20 ans, 97. Donc voilà, bon. Mais ouais, cette fin mythique de Royal Rumble, Undertaker, Shawn Michaels, ça fait partie des moments inoubliables de l'histoire du Rumble. On en reparlera aussi, j'essaierai de retrouver la date, mais voilà, moi j'ai eu la chance de dîner avec Kelly, qui a été en couple avec Test et de discuter. Il venait de décéder quand on a pu dîner avec Kelly à la Tour Eiffel, en compagnie de Candice Michel et Kelly, Philippe Chéreau, Candice Michel, Kelly et Christophe Ajus. Double date. Double date et dans un des restaurants. Moi, j'ai pas fait beaucoup de grands restaurants dans ma vie, d'ailleurs, je crois pas en avoir fait d'autres. C'est au 3e étage de la Tour Eiffel, ou le 1er, 2e. Ah, bon, bref, grand restaurant. Et allez, je spoil déjà une petite anecdote. C'est un restaurant où il faut quand même peut-être un petit peu habillé. Et moi, à l'époque, j'avais pas de vêtements propres. Enfin, propres. Ils étaient lavés. Grâce à ma maman, que je remercie, qui faisait mes machines. Mais j'avais pas de costume, rien. Oui. Et donc, Chéreau m'avait ramené une cravate. Sauf que quand je suis arrivé, Chéreau et les superstars, les jeunes femmes étaient déjà arrivées, donc ils m'attendaient. Je suis arrivé en bas, voir le monsieur, écoutez, oui, je dois rejoindre des amis. Ah oui, c'est vous. Écoutez, il y a votre collègue, il vous a laissé cette cravate. Mais si j'étais vous, je la mettrais pas, parce qu'elle est vraiment moche, quoi. Chéreau, ce petit saligo, avait pris... Je crois pas qu'il l'ait fait exprès. Il y a un autre truc qu'il a fait exprès, mais je le garde pour la fois où je raconterai l'histoire, parce qu'elle est vraiment gratinée. Mais il m'avait ramené la plus dégueulasse des cravates de sa garde-robe, quoi. Et Dieu merci, dans ce genre de restaurant, ils ont toujours une veste ou une cravate pour prêter à quelqu'un qui vient manger, qui n'aurait pas forcément prévu de s'habiller, quoi. Et donc, c'est le monsieur, à l'arrivée du resto, vous arrivez en bas de la Tour Eiffel et il faut monter, il vous laisse monter dans l'ascenseur pour monter directement au restaurant. Et donc voilà, oui, le mec me dit, j'étais vous, je la prendrai pas. Parce que je pense pas que ce soit un ami. Et je lui ai dit oui, c'est vrai. Et vous comprendrez encore plus pourquoi quand je vous raconterai vraiment l'histoire. J'ai hâte. Vous êtes nombreux à demander si je suis l'AEW, Impact. En toute honnêteté, aujourd'hui j'ai 40 ans, j'ai une vraie vie qui prend de plus en plus de place sur ma vie de passionné. Et je me concentre principalement sur mon travail. Donc je me concentre sur la WWE. Quand j'étais plus jeune, j'avais envoyé un mail à Marc Blondin en lui demandant qu'est-ce qu'il pensait de telle ou telle fédération, la ECW par exemple. Il m'avait dit, moi je regarde pas la ECW, moi je travaille pour la WCW. Et il m'avait pas dit ça de manière méchante ou même genre kayfabe pour me dire non, moi je bosse pour eux. Donc j'ai pas le temps, je travaille. Mais voilà, quand on devient adulte et qu'on a des engagements ici ou là, et des après-midi entières où on passe chez Catch Club,
on a moins le temps de passer des nuits entières à regarder tout ce qui se passe. Évidemment que je suis, mais voilà, je regarde pas avec précision tout ce qui se passe. Donc. Bon, c'est fini pour cette semaine. On a fait très très long sur la ECW et j'espère que ça vous a quand même intéressé. Je vous remercie encore de votre fidélité, encore une fois de votre gentillesse. Je sais que parfois on fait des petites erreurs au niveau des temps, certains détails. Merci à tous ceux qui prennent le temps justement de nous corriger. Et puis merci à tous ceux qui prennent le temps d'aller voir, de découvrir, de s'intéresser au passé du catch. C'est pour ça que moi on essaye tous les deux de lister un maximum de moments dans cette heure et quart. On parle pas forcément de tout en détail. Oui, alors, certains aussi nous ont fait remarquer qu'on parle quasiment pas de catch féminin. Ouais. Mais honnêtement, c'est pas contre le catch féminin du tout. Non, parce que moi, Lita Trish Stratus Main Event de Raw, je l'ai commenté sur RTL9 et si quelqu'un a peut-être encore la cassette, je pense il n'y a pas du tout de vanne à la con. On commente ce match avec tout le sérieux qu'il mérite et avec toute l'envie d'en voir plus. Bien sûr. Parce que moi, Lita Trish Stratus, voilà quoi, merci à elle. Et j'aimerais aussi vous parler de Sensationnel Sherry qui a fait énormément pour le catch féminin, dont on parle plus du tout, alors que certes, elle n'a pas tant catché que ça, mais elle est devenue championne du monde à Paris, à Bercy, ce qui est quand même assez exceptionnel, assez rare aussi pour être souligné. Mais cette femme, elle a accompagné les grands moments de l'histoire du catch, que ce soit à la WWE, puis ensuite à la WCW. Et voilà, bref, non, moi j'adore le catch féminin et j'ai un grand respect pour les combattantes. Mais c'est vrai qu'on se concentre forcément un peu plus sur les garçons parce que on n'a qu'une heure et que les garçons étaient 5 bien. moments à chaque fois. Là, on a cité plus ou moins 5 moments avec la DX, Shawn Michaels, CM Punk, etc. En une heure. Et oui, je veux dire, c'était plus marquant, on va dire, que les divas à l'époque. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec la révolution féminine. Par exemple, si on doit parler de ces 5 dernières années, à ce moment-là, on parlera clairement beaucoup plus, par exemple, du catch féminin. Mais c'est vrai que là, c'est une question de priorité par rapport à ce qui était le plus marquant, par rapport à nos souvenirs. Tout à fait. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce 8e épisode de La Cloche. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même chaîne, avec Ali de Catch Club et moi-même. Je vous dis bonne semaine et bisous. Ciao tout le monde.